À 7h42, le 17 août 1942, le capitaine Paul Gunn était accroupi sous l'aile d'un Douglas A-20 Hawk à la base aérienne d'Eagle Farm près de Brisbane. Il observait des mécaniciens souder des mitrailleuses de calibre 50 dans le nez du bombardier, à la place où se tenait le bombardier. 43 ans, 21 ans dans la marine, sa femme et ses 4 enfants prisonniers dans un camp japonais à Manille. La 5e Air Force perdait des bombardiers plus vite que les renforts n'arrivaient. Rien qu'en juillet, le 3e groupe d'attaque avait perdu 11 A-20 en essayant de frapper des convois japonais depuis haute altitude. Les bombardiers ne pouvaient pas toucher des navires en mouvement. Quand ils descendaient de plus bas, les artilleurs de pont les déchiquetaient. Le capitaine Ed Larner avait vu 3 de ses équipages brûler dans la mer de Corail la semaine précédente. Les Japonais renforçaient la Nouvelle-Guinée à volonté. Gunn avait une idée différente. Si les bombardiers volaient assez bas pour faire ricocher leurs bombes sur l'eau comme des cailloux, ils pourraient toucher les navires à bout portant. Mais d'abord, ils devaient survivre à l'approche. Cela signifiait submerger les canons de pont avec une puissance de feu frontale. Cela signifiait transformer les bombardiers en mitrailleurs. Le problème était simple. l'A-20 Hawk avait 4 mitrailleuses de calibre 30 dans le nez. Les balles de calibre 30 ricochent sur le blindage des navires comme de la grêle. Gunn avait besoin de canons de calibre 50. 4 d'entre eux, montés à la place du bombardier, tirant droit devant, 1700 coups par minute combinés. Le général George Kenney, le nouveau commandant de la 5e Air Force, avait donné une semaine à Gunn pour prouver que le concept fonctionnait. Gunn utilisait des canons de calibre 50 récupérés sur des chasseurs P-39 et P-40 accidentés qui ne voleraient plus. Les pilotes étaient morts, pas les canons. Il monta les armes sur un cadre d'acier dans le compartiment nasal. Chaque canon pesait 29 kg. 4 canons plus 90 kg de munitions. Le poids déplaçait le centre de gravité vers l'avant. Le vol d'essai faillit tuer le pilote. L'A-20 décollait à peine. Il voulait piquer du nez. Gunn passa 2 jours à rééquilibrer l'appareil. Il déplaça de l'équipement vers l'arrière. Il ajusta le compensateur de queue. Le second pilote d'essai rapporta que l'avion volait comme s'il était en colère, mais il volait. Le 12 septembre, 16 A-20 modifiés frappèrent l'aérodrome japonais de Buna. Les mitrailleurs arrivèrent au niveau des arbres, les canons martelant. Ils détruisirent 14 avions japonais au sol et réduisirent au silence chaque position anti-aérienne. Aucun A-20 perdu. Kenney en voulait plus. Mais l'A-20 avait des problèmes. Son rayon d'action était trop court pour atteindre les bases japonaises de l'autre côté des monts Owen Stanley. Sa charge de bombes était trop légère. Gunn avait besoin d'une plateforme plus grande, le B-25 Mitchell. Rayon d'action plus long, charge utile plus lourde, plus d'espace pour les canons. En décembre, Gunn retira le poste de bombardier et les canons de nez d'un B-25C et installa 4 canons de 50 dans le nez, 4 autres dans des nacelles externes sur le fuselage et fit pivoter la tourelle supérieure vers l'avant. 10 canons tirant vers l'avant. Puis il en ajouta 2 autres de chaque côté. 14 canons au total, 97,5 kg de plomb par seconde. L'équipe au sol l'appela « la folie de Papy ». Gunn vola le prototype à Charter Towers pour le démontrer au 3e groupe d'attaque. L'avion était lourd de nez. Il voulait tomber du ciel au décollage. Il dut utiliser une pression constante sur le manche pour le maintenir à niveau. Mais une fois en l'air, le B-25 était un destroyer volant. Kenney commanda immédiatement 12 conversions supplémentaires. Le 81e Air Depot Group à Townsville travailla 18 heures par jour pour modifier chaque B-25 disponible. En février 1943, ils avaient 30 mitrailleurs prêts au combat. Puis, Kenney envoya les plans à Wright Field dans l'Ohio. Les ingénieurs de l'Army Air Force étudièrent les modifications pendant 3 jours. Puis ils envoyèrent un message en Australie. Les modifications étaient impossibles. L'équilibre serait mauvais. L'avion serait trop lourd. Il ne volerait pas correctement. Ils recommandèrent de clouer au sol chaque B-25 modifié immédiatement. Kenney était à Washington quand le message arriva. Il entra dans le bureau du général Arnold, où les ingénieurs de Wright Field attendaient pour expliquer pourquoi le mitrailleur de Papy Gunn était impossible.
Kenney leur dit que 12 de ces avions impossibles venaient de jouer un rôle clé dans la destruction d'un convoi japonais en mer de Bismarck. Chaque transport coulé, 60 autres mitrailleurs étaient déjà en cours de modification en Australie. Arnold pratiquement mit les ingénieurs à la porte. La bataille de la mer de Bismarck commença avec des interceptions de renseignements le 28 février 1943. Les décodeurs alliés à Melbourne avaient décrypté des messages navals japonais. Un convoi quittait Rabaul. 8 transports, 8 destroyers d'escorte, près de 7000 soldats japonais à destination de Lae, sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée. Le général Kenney avait 72 heures pour les arrêter. Le convoi traversait la mer de Bismarck entre la Nouvelle-Bretagne et la Nouvelle-Guinée. 640 kilomètres d'eau libre. Les commandants japonais croyaient que le mauvais temps les protégerait. Mars était la saison de la mousson. Nuages bas, pluie forte, visibilité réduite. Les bombardiers alliés ne pouvaient pas frapper ce qu'ils ne voyaient pas. Ils avaient raison sur la météo. Ils avaient tort sur les bombardiers. Le 2 mars, des avions de reconnaissance repérèrent le convoi naviguant vers le sud à travers le détroit de Vitiaz. Des B-17 attaquèrent depuis 4500 mètres à travers des trouées dans les nuages. Ils larguèrent 137 bombes. Ils revendiquèrent de multiples coups au but. L'analyse post-combat montra qu'ils n'avaient rien coulé. Le bombardement en altitude contre des navires en mouvement ne fonctionnait pas. Le convoi japonais continuait. Cette nuit-là, les navires se dispersèrent. Les transports longèrent la côte de la Nouvelle-Guinée. Les destroyers formèrent un écran. Les commandants japonais pensaient atteindre Lae à l'aube du 4 mars. Ils débarqueraient les troupes sous couverture de chasseurs. La guerre en Nouvelle-Guinée tournerait en faveur du Japon. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver aux premières lueurs. Le capitaine Ed Larner briefa le 92e Bomb Squadron à Port Moresby le soir du 2 mars. 12 mitrailleurs B-25-30 à 20 Hawk modifiés, des Beaufighter de la Royal Australian Air Force pour la couverture haute, des P-38 Lightning pour s'occuper des zéros japonais. Les mitrailleurs attaqueraient à hauteur de mât, 15 mètres au-dessus de l'eau. Portée de tir, point blanc. Le plan était simple, submerger les canons de pont avec une puissance de feu concentrée, faire ricocher les bombes sur les navires pendant qu'ils étaient sous le choc, partir avant l'arrivée des zéros. Larner avait effectué une seule mission d'entraînement avec cette tactique. Une seule. Son navigateur demanda ce qui se passerait si le mitrailleur était touché pendant l'approche. Larner dit qu'il le saurait le lendemain. Le briefing se termina à 22 heures. Personne ne dormit. À 6h30, le 3 mars, la force de frappe s'assembla au-dessus du cap Wardhunt. 137 aéronefs. Les B-17 attaqueraient les premiers depuis l'altitude pour attirer le feu défensif vers le haut. Puis, les mitrailleurs arriveraient en bas. Le convoi japonais se trouvait à 110 km au nord-ouest de Lae quand les B-17 arrivèrent. Les bombardiers lourds attaquèrent à travers des nuages épars. Les transports ouvrirent le feu avec tous leurs canons. Le ciel se remplit de nuages noirs. Un B-17 fut endommagé par la flaque et fit demi-tour. Les autres poursuivirent l'attaque. Puis les mitrailleurs arrivèrent. Larner mena les B-25 depuis le sud-est à hauteur des vagues. 14 canons tirant vers l'avant par avion, 168 canons au total sur 12 mitrailleurs. Ils arrivèrent en ligne de front. Un mur de puissance de feu de 275 mètres de large. L'équipage japonais du transport Kyokusei Maru les vit à 3 km. Le capitaine du navire ordonna une forte mise à tribord. Trop tard. Les B-25 ouvrirent le feu à 730 mètres. Les balles de calibre 50 marchèrent sur l'eau comme une tronçonneuse. Elles frappèrent la superstructure, déchiquetèrent la passerelle, tuèrent les servants anti-aériens avant qu'ils ne puissent orienter leurs canons. 3 B-25 larguèrent des bombes à 90 mètres. La première bombe ricocha sur l'eau, frappa la coque sous la ligne de flottaison, explosa dans la salle des machines. La deuxième bombe toucha au milieu du navire. La troisième manqua. Le Kyokusei Maru était mort dans l'eau 30 secondes après l'arrivée des mitrailleurs, en feu, donnant de la bande à bâbord. Le navire coulerait en 40 minutes. Et ce n'était que le premier transport. Le transport Teiyo Maru tenta de fuir. Le capitaine poussa les machines à pleine vitesse, 28 km par heure maximum.
Les mitrailleurs B-25 volaient à 445 km/h. Les mathématiques étaient simples. 4 mitrailleurs encadrèrent le Teiomaru des deux côtés. Les gerbes de calibre 50 convergèrent sur le pont. Les servants anti-aériens moururent à leur poste. Les vitres de la passerelle volèrent en éclats. L'officier en second reçut 3 balles dans la poitrine. Le capitaine tint encore 10 secondes avant qu'une rafale ne l'abatte. Les mitrailleurs larguèrent 8 bombes au total. 5 touchèrent. Le navire se brisa en deux. Des soldats japonais se trouvaient sous les ponts quand la coque se fendit. La plupart ne parvinrent jamais à monter. Le navire coula en 6 minutes. Les survivants sautèrent dans la mer de Bismarck en tenue de combat complète. Les sacs les entraînèrent vers le fond. Des beaux fighters australiens mitraillèrent les ponts du destroyer Shikinami alors qu'ils tentaient de protéger les transports. Le feu anti-aérien du destroyer toucha un beau fighter. Le pilote australien continua. Ses canons avant ravagèrent le pont du destroyer de la proue à la poupe. Les servants japonais tombèrent. Quand les mitrailleurs B-25 arrivèrent, le Shikinami n'avait plus de défense. 3 mitrailleurs attaquèrent sous différents angles. Le destroyer tenta de virer face à l'attaque. Trop lent. Des bombes frappèrent à bâbord, tribord et au milieu. Le destroyer ne coula pas immédiatement, mais il était fini, mort dans l'eau. Les incendies se propagèrent. L'équipage abandonna le navire 2 heures plus tard. À 9 heures, le 3 mars, le convoi japonais était dispersé sur 100 km² d'océan. 5 transports coulaient ou brûlaient. 2 destroyers étaient mis hors de combat. Les navires restants tentèrent de gagner les. Ils n'y parvinrent pas. Les mitrailleurs revinrent à 14 heures. Bombes fraîches, charges de munitions pleines. Les Japonais n'avaient pas de couverture de chasseurs. Les Zéros avaient atterri à Ley pour se ravitailler. Ils étaient au sol quand la seconde vague arriva. Le transport Igomaru prit 12 coups de bombe lors de la seconde attaque. Le magasin du navire explosa. L'explosion fut visible depuis Port Moresby à 210 km. Quand la fumée se dissipa, il ne restait rien. Pas d'épave, pas de survivants. 1800 soldats japonais disparus en 3 secondes. Le capitaine Ed Larner passa en rase-motte au-dessus du transport Oigawa Maru. Son copilote compta 14 incendies distincts sur le pont. Des soldats japonais sautaient par-dessus bord. Les canons anti-aériens étaient silencieux. Le bombardier de Larner largua à bout portant. 2 bombes, 2 coups au but. Le transport s'enfonça par la poupe et chavira. Les A-20 Havok modifiés chassèrent les destroyers avariés. Le destroyer Asashio tenta de secourir des survivants dans l'eau. 3 A-20 attaquèrent depuis différentes directions. L'équipage du destroyer était concentré sur les opérations de sauvetage. Ils ne virent les mitrailleurs que lorsque les canons ouvrirent le feu. L'Asashio prit des bombes sur le pont avant et la passerelle. Le destroyer brûla toute la nuit et coula à l'aube du 4 mars. Le soir du 3 mars, le convoi japonais entier était détruit. 8 transports coulés. 4 destroyers coulés. Sur les près de 7000 soldats japonais partis de Rabaul, moins de 1200 atteignirent Ley. 2700 furent secourus et ramenés à Rabaul. Les autres moururent en mer de Bismarck. Pertes alliées, 4 avions, un B-17, 3 P-38. 13 membres d'équipage tués. Le général MacArthur qualifia l'engagement de l'un des combats les plus complets et les plus annihilants de tous les temps. Les Japonais ne tentèrent plus jamais de renforcer la Nouvelle-Guinée par convoi. La guerre dans le Pacifique Sud-Ouest avait tourné, et elle avait tourné à cause du mitrailleur impossible de Paul Gunn. De retour en Australie, les ingénieurs de Wright Field rédigeaient leur rapport officiel expliquant pourquoi les modifications du B-25 ne pouvaient pas fonctionner. Kenney envoya un message au général Ap Arnold à Washington le 5 mars. L'objet : modification de destroyer de commerce approuvée pour la production. Le corps du message contenait un paragraphe. 12 mitrailleurs B-25 viennent de détruire un convoi japonais entier. Demande d'intégration immédiate en usine du package de canons avant sur tous les B-25 de production. Arnold appela le président de North American Aviation, J.H. Dutch Kindleberger, l'après-midi même. Kindleberger dit que ses ingénieurs devaient voir les modifications. Arnold répondit qu'il envoyait l'homme qui les avait conçus. Paul Gunn allait en Californie. Gunn ne voulait pas quitter l'Australie. Sa femme Polly et leurs 4 enfants
étaient toujours au camp d'internement de Santo Tomas à Manille. Les Japonais les retenaient depuis janvier 1942, 14 mois. Gunn volait chaque mission en espérant se rapprocher de la libération des Philippines. Aller en Californie signifiait partir dans la mauvaise direction. Kenney en fit un ordre. La 5e Air Force avait besoin de mitrailleurs construits en usine, des centaines. Gunn était le seul homme qui pouvait montrer à North American Aviation comment faire correctement. Le général promit que Gunn serait de retour dans le Pacifique sous 6 semaines. Gunn atterrit à Long Beach, Californie, le 27 mars 1943. L'usine North American Aviation couvrait 57 hectares, 20 000 ouvriers sur 3 équipes. La chaîne de montage produisait un B-25 toutes les 4 heures. Les ingénieurs de l'usine étudièrent les plans dessinés à la main de Gunn. Ils demandèrent les calculs de contraintes. Gunn dit qu'il n'en avait pas. Ils demandèrent les tests en soufflerie. Gunn dit qu'il les avait testés en vol. Ils demandèrent au sujet du problème de centre de gravité. Gunn leur montra où il avait déplacé l'équipement radio vers l'arrière pour compenser. Un ingénieur dit que les modifications feraient flamber la peau du fuselage autour des supports de canons latéraux. Le souffle des canons de 50 pèlerait l'aluminium. Gunn dit que c'était le cas. Puis il leur montra les tubes de souffle qu'il avait soudés pour les prolonger au-delà de l'arc de l'hélice. Problème résolu. Les ingénieurs de l'usine passèrent 2 semaines à rétro-concevoir les modifications de terrain de Gunn en plan de production. Ils renforcèrent la structure du nez. Ils redessinèrent les supports de canon. Ils ajoutèrent des renforts en aluminium plus épais pour consolider la peau du fuselage. Ils calculèrent le déplacement exact du centre de gravité et ajustèrent le compensateur en conséquence. Le premier mitrailleur B-25G, construit en usine, sortit de la chaîne le 10 mai 1943. 4 canons de 50 millième dans le nez blindé, un canon de 75 mm M4 dans le fuselage avant. Le canon utilisait les mêmes munitions que le char M3 Lee. Un seul obus pouvait éventrer un destroyer sous la ligne de flottaison. Gunn testa le prototype. Le canon de 75 mm reculait de 1,20 m quand il tirait. Tout l'avion tremblait. Le navigateur devait recharger manuellement le canon entre les tirs. Cadence de tir, un coup toutes les 30 secondes. Gunn dit aux ingénieurs que cela fonctionnerait pour les navires. Peut-être pas pour quoi que ce soit de plus rapide. North American Aviation construisit 400 mitrailleurs B-25G. Puis ils améliorèrent le design. Le B-25H ajouta 4 canons de 50 dixièmes supplémentaires dans les nacelles latérales, 8 canons dans le nez, 4 dans les joues, 2 dans la tourelle supérieure pivotée vers l'avant, 14 canons tirant vers l'avant au total. Le modèle H conserva le canon de 75 mm, mais ajouta un meilleur système de recul. Le navigateur pouvait recharger plus vite. La cadence augmenta à un coup toutes les 20 secondes. Le B-25J supprima le canon de 75 mm et ajouta 4 autres canons de 50. 18 canons tirant vers l'avant, le bombardier de production le plus lourdement armé de l'histoire. North American Aviation construisit 4900 B-25J. Ils livrèrent les premiers dans le Pacifique en octobre 1943. Gunn retourna en Australie en mai. Il était parti 6 semaines exactement. Sa famille était toujours à Manille. Les mitrailleurs continuèrent la chasse. En avril 1943, des B-25 détruisirent 16 barges japonaises transportant troupes et ravitaillements près de Finschhafen. En mai, ils coulèrent 12 cargos dans le port de Wewak. En juin, ils frappèrent les installations pétrolières de Balikpapan à Bornéo. Les Japonais cessèrent de déplacer des ravitaillements par bateau de jour. Cela n'aida pas. Les mitrailleurs apprirent à attaquer de nuit avec le radar. Ils apprirent à faire ricocher des bombes depuis 15 mètres dans l'obscurité totale. Ils apprirent à coordonner avec les vedettes lance-torpilles qui illuminaient les cibles avec des projecteurs à la dernière seconde. Les Japonais appelèrent les B-25 modifiés la mort noire. Ils n'avaient pas tort. Le 2 novembre 1943, le major Ben Fridge mena 4 escadrons de mitrailleurs dans le port de Rabaul. 137 aéronefs alliés au total, dont 59 B-25. Le port abritait 38 navires japonais, croiseurs, destroyers, pétroliers, cargos, dragueurs de mines.
Les mitrailleurs arrivèrent à hauteur de mât à travers un écran de fumée au phosphore qui aveugla les servants anti-aériens. Ils attaquèrent depuis plusieurs directions simultanément. Les Japonais ne pouvaient pas tous les suivre. En 15 minutes, 30 navires furent touchés, 5 coulèrent sur le coup. 12 endommagés au-delà de toute réparation. Les autres, à la traîne. Rabaul était fini comme base de ravitaillement avancé. Gunn vola lors de cette mission. Il avait 44 ans. Il n'avait pas à voler au combat. Il était officier de projets spéciaux, état-major du quartier général, mais sa famille était toujours à Manille, et chaque mission le rapprochait. Les rapports de renseignement du camp d'internement de Santo Tomas empiraient. Rations alimentaires réduites, médicaments épuisés, prisonniers mourant de malnutrition et de maladies. Le commandant japonais du camp avait informé la Croix-Rouge que tous les prisonniers seraient exécutés si les forces alliées approchaient de Manille. Gunn dit à Kenney qu'il voulait voler la première mission au-dessus de Manille quand la libération viendrait. Kenney lui promit qu'il pourrait. Les mitrailleurs évoluèrent tout au long de 1944. Certains portaient 8 roquettes de 127 mm à haute vélocité sous les ailes. D'autres portaient des réservoirs de napalm. D'autres portaient des bombes parafrag, de petites bombes à fragmentation avec parachute qui permettaient aux B-25 de les larguer depuis l'altitude minimale sans se prendre dans l'explosion. La tactique la plus efficace était la frappe combinée. Des B-24 Liberator bombardèrent depuis 6000 mètres pour forcer les défenseurs à regarder en l'air. Puis les mitrailleurs arrivaient en bas. Au moment où les servants regardaient en bas, les B-25 étaient déjà sur eux. Dans les 8 premiers mois de 1944, les mitrailleurs de la 5e Air Force détruisirent 947 avions japonais au sol. Ils coulèrent 273 navires. Ils tuèrent environ 38 000 soldats japonais. Les B-25 modifiés étaient devenus l'arme décisive de la campagne du Pacifique Sud-Ouest. Gunn ajouta ses propres modifications au fil de la guerre. Il monta des réservoirs de carburant supplémentaires pour augmenter le rayon d'action. Il améliora les systèmes de refroidissement des canons. Il développa de nouvelles techniques de chargement des munitions qui augmentèrent la cadence de tir. Certains B-25 dans le Pacifique portaient des modifications qui n'existaient nulle part ailleurs, parce que Gunn les avait inventées la nuit avant une mission. D'autres commandants de théâtre voulurent des mitrailleurs. Kenney leur envoya les plans. Le théâtre méditerranéen modifia des B-25 pour des missions anti-navires contre les convois allemands ravitaillant l'Afrique du Nord. Le théâtre Chine-Birmanie-Inde modifia des B-25 pour attaquer les lignes d'approvisionnement japonaises le long de la route de Birmanie. Le concept que Gunn avait prouvé à Brisbane se propagea à toutes les zones de combat. Le 20 octobre 1944, les forces américaines débarquèrent à Leyte, aux Philippines. La libération de Manille était à 3 mois. La famille de Gunn était en captivité depuis près de 3 ans. Il volait maintenant plusieurs missions par jour. Il dit à son chef d'équipage qu'il ne s'arrêterait pas avant que sa famille soit libre. Puis les Japonais bombardèrent le terrain d'aviation de Tacloban. Les bombardiers japonais frappèrent le terrain d'aviation de Tacloban le 27 novembre 1944 à 3h30. 56 aéronefs. Des bombardiers Mitsubishi G4M Betty escortés par des chasseurs Zéro. Ils arrivèrent en bas depuis le nord. Les opérateurs radars les virent trop tard. Gunn était dans la tente des opérations, en train d'examiner les plans de mission pour la frappe du matin, quand les premières bombes frappèrent. La tente était à 180 mètres de la piste principale, trop près. L'onde de choc le renversa. Des éclats déchirèrent les parois de la toile. Un fragment toucha Gunn à la jambe gauche, un autre à l'épaule. L'officier médical le trouva en train d'essayer de se relever. Le sang trempait sa combinaison de vol. Gunn dit qu'il devait vérifier son avion. Le médecin dit qu'il avait besoin d'une chirurgie. Gunn fit 30 mètres avant de s'effondrer. Ils l'évacuèrent vers l'hôpital de Leyte. La blessure à la jambe était sérieuse. L'éclat avait sectionné une artère. Le chirurgien dit que Gunn ne volerait plus avant 6 mois minimum, probablement plus longtemps. Les blessures le qualifiaient pour une retraite médicale. 45 ans, 26 ans de service entre la marine et l'armée. Il avait gagné le droit de rentrer chez lui. Gunn dit au chirurgien qu'il n'irait nulle part avant que sa famille soit libre. La bataille de Manille commença le 3 février 1945.
Les forces américaines combattirent maison par maison à travers la ville. Les Japonais avaient déclaré Manille forteresse. Ils défendraient chaque rue. Les combats furent brutaux, immeuble par immeuble, pâté de maison par pâté de maison. Le camp d'internement de Santo Tomas fut libéré le 3 février. 3700 prisonniers alliés libérés. La femme de Gunn, Polly, pesait 40 kg. Sa fille, Julia, 29 kg. Elles avaient mangé du riz et de la soupe de légumes une fois par jour pendant l'année passée. Son fils Nathaniel avait la malaria. Sa plus jeune fille avait la dysenterie. Mais ils étaient en vie. Gunn vola vers Manille le 4 février contre ordre médical. Sa jambe était encore bandée. Il utilisait une canne. Le médecin ne l'avait autorisé qu'au service léger. Pas de vol de combat. Gunn alla à Santo Tomas à la place. Il trouva sa famille dans l'hôpital de fortune que l'armée avait installé. Polly ne le reconnut pas d'abord. Il avait perdu 18 kg depuis qu'elle l'avait vu pour la dernière fois en avril 1942. 3 ans. Il était complètement grisonnant. Elle crut qu'il était un médecin. Puis il dit son nom et elle sut. Le rapport officiel de l'armée indiqua que le colonel Paul Gunn fut réuni avec sa famille le 4 février 1945 au camp d'internement de Santo Tomas, Manille. Les retrouvailles durèrent 4 heures. Puis Gunn retourna à Leyte. Son congé médical n'était pas terminé, mais la guerre non plus. Les B-25 modifiés continuèrent de voler. D'autres pilotes, d'autres équipages, mais les modifications de Gunn. À la fin de la guerre, North American Aviation avait construit 9800 bombardiers B-25 Mitchell. Près de 5000 étaient des variantes de mitrailleurs avec des packages de canons avant basés sur la conception originale de Gunn. Ces mitrailleurs coulèrent plus de 800 navires japonais dans le Pacifique. Ils détruisirent plus de 2000 avions japonais au sol. Ils tuèrent environ 85 000 soldats japonais. Le concept de destroyer de commerce que les ingénieurs avaient qualifié d'impossible était devenu l'arme anti-navire la plus efficace du théâtre. Gunn ne vola plus jamais au combat. La blessure à la jambe mit fin à sa carrière opérationnelle. L'armée le retira avec le grade de colonel le 30 juin 1948. Invalidité médicale. Il avait 48 ans. Il retourna aux Philippines et reconstruisa la Philippine Airlines, la compagnie qu'il avait fondée avant la guerre. Philippine Airlines reprit ses opérations en 1946. Gunn commença avec 3 avions de transport C-47 excédentaires. Il ouvrit des lignes entre Manille, Cebu, Davao et d'autres villes philippines. La compagnie qu'il avait construite avec 5 avions Beechcraft avant la guerre opérait maintenant dans tout l'archipel. Le gouvernement philippin lui décerna la Distinguished Service Star en 1947. Le président Manuel Roxas lui remit la médaille personnellement. La citation disait « Pour héroïsme extraordinaire et service exceptionnel à la République des Philippines pendant la campagne de libération ». Elle ajoutait « Les modifications innovantes du colonel Gunn sur les avions alliés ont directement contribué à la défaite des forces japonaises et à la liberté du peuple philippin. » L'armée américaine l'avait déjà décoré. Distinguished Flying Cross avec feuille de chêne, Silver Star, Legion of Merit, Air Medal, 9 Purple Hearts. La Distinguished Service Cross fut recommandée mais jamais approuvée. Certains officiers croyaient que les contributions de Gunn étaient techniques plutôt que tactiques. Ils avaient tort. Le général Kenney écrivit dans ses mémoires « Papy Gunn était l'homme le plus précieux de la 5e Air Force. Son génie mécanique et ses innovations de combat changèrent le cours de la guerre dans le Pacifique Sud-Ouest. Sans ces modifications de mitrailleurs, la bataille de la mer de Bismarck aurait été une victoire japonaise. Sans la mer de Bismarck, nous aurions perdu la Nouvelle-Guinée. Sans la Nouvelle-Guinée, la route vers les Philippines aurait été impossible. » MacArthur était d'accord. Dans une lettre classifiée au département de la guerre datée de juillet 1945, MacArthur recommanda Gunn pour une promotion au grade de brigadier général. La recommandation fut refusée. L'Army Air Force réduisait ses effectifs. Les promotions étaient gelées. Gunn resta colonel. Il ne se plaignit jamais. Il avait obtenu ce pour quoi il s'était battu. Sa famille était libre. Les Philippines étaient libérées. Les Japonais étaient vaincus. Cela suffisait. Philippine Airlines,
s'étendit à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Gunn acquit des DC-3, puis des DC-4, puis des Convair 340. La compagnie ouvrit des lignes vers Hong Kong, Bangkok, Singapour. En 1956, PAL volait vers San Francisco. La petite compagnie Interil de Gunn était devenue un transporteur international. Il volait constamment, Manille à Cebu, Cebu à Davao, Davao à Hong Kong. Il ne pouvait pas s'arrêter. La guerre lui avait appris que le mouvement signifiait la survie. Rester immobile signifiait la mort. Certains de ses pilotes dirent que Gunn se battait encore, fuyait encore quelque chose. Peut-être le souvenir de Santo Tomas, peut-être les visages des hommes qui avaient volé sur ces avions modifiés et n'étaient jamais revenus. Le 10 octobre 1957, Gunn affréta un bimoteur Beechcraft modèle 18. Il volait de Manille à Baguio. Voyage de routine, 225 km au nord. Les prévisions météo annonçaient des orages épars sur les montagnes de la Cordillère, mais rien de sévère. Il déposa son plan de vol à 8 heures, heure de départ, 9h30. Arrivée prévue, 11 heures. La tour l'autorisa au décollage à 9h28. Le temps se dégrada plus vite que prévu. À 10h30, les montagnes de la Cordillère étaient sous les nuages. Pluie forte, visibilité réduite, turbulence. La radio du Beechcraft se tut à 10h47. Les équipes de recherche et sauvetage trouvèrent l'épave 3 jours plus tard sur un flanc de montagne près de Baguio. L'avion était entré dans une cellule orageuse. Les pilotes avaient tenté de monter au-dessus. Les vents les avaient poussés contre la crête. L'impact tua tout le monde instantanément. Paul Irving Gunn mourut le 11 octobre 1957. Il avait 57 ans, 58 dans une semaine. Le gouvernement philippin lui offrit des funérailles nationales. 6000 personnes y assistèrent, vétérans américains, employés de Philippine Airlines, anciens prisonniers de Santo Tomas. Le général Kenney envoya une couronne des États-Unis. Le Manila Times publia la nécrologie de Gunn le 12 octobre. Le titre disait « Un héros de guerre meurt dans un crash d'avion ». L'article mentionnait sa Distinguished Flying Cross, son rôle dans la bataille de la mer de Bismarck, ses missions de libération au-dessus des Philippines, mais il ne pouvait pas capturer ce qu'il avait réellement fait. Les chiffres racontèrent une partie de l'histoire. 5000 mitrailleurs B, 25 construits avec ses modifications. 800 navires japonais coulés, 2000 avions détruits au sol, 85 000 soldats ennemis tués. C'étaient les statistiques officielles. Mais l'impact réel était différent. Le concept de mitrailleur changea la façon dont les forces aériennes envisageaient les bombardiers. Avant Gunn, les bombardiers larguaient leurs munitions depuis l'altitude. Après Gunn, les bombardiers devinrent des armes multirôles, mitraillage, bombardement en ricochet, appui aérien rapproché. Le gunship AC-130 utilisé au Vietnam était un descendant direct des modifications de Gunn sur le B-25, tout comme l'A-10 Warthog, tout comme chaque avion d'attaque moderne avec des canons tirant vers l'avant. North American Aviation embaucha Gunn comme ingénieur conseil en 1948. Il travailla sur le bombardier à réaction B-45 Tornado. Il conseilla sur les systèmes de montage de canons. Il conçut des packages d'armement tirant vers l'avant. La compagnie le paya bien. Il donna la plupart de l'argent à des organisations d'anciens combattants. Son fils Nathaniel rejoignit l'Air Force, vola sur B-52 au Vietnam, prit sa retraite comme colonel et écrivit un livre sur son père intitulé « Papy Gunn ». Le livre fut publié en 1994. Il se vendit à 12 000 exemplaires. La plupart des gens n'avaient jamais entendu parler de Paul Gunn. Le National Museum of the Pacific War à Fredericksburg, Texas, expose un des dessins originaux de montage de canons de Gunn. Le papier est jauni. Les mesures sont écrites à la main au crayon. Le croquis montre 4 canons de 50 montés à l'intérieur d'un compartiment nasal d'A20. Aucun calcul de contrainte, aucune modélisation informatique. Juste le dessin qui tua 8000 soldats japonais en mer de Bismarck. L'Air Force Association intronisa Gunn au Air Force Enlisted Heritage Hall en 2008. La citation mentionnait ses innovations, son dossier de combat, son influence sur l'aviation d'attaque moderne.
La cérémonie eut lieu à Washington. 3 de ses petits-enfants y assistèrent. Philippine Airlines opère toujours aujourd'hui. La compagnie vole vers 42 destinations à travers l'Asie, l'Australie et l'Amérique du Nord. Le siège de la compagnie à Manille a un portrait de Gunn dans le hall principal. La plupart des employés ne savent pas qui il est.